Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre programme et aujourd'hui nous allons explorer avec notre invité Si Khalid Zikri, bonjour, Bonjour. nous allons explorer le domaine littéraire du Maghreb. Si Khalid Zikri, vous êtes professeur aujourd'hui à l'université de Meknès et précisément, ce champ littéraire du Maghreb est quelque chose qui s'impose précisément. Nous vivons au Maghreb et avant d'explorer avec vous vos recherches dans ce domaine, force est de noter qu'il y a comme un paradoxe, c'est-à-dire que c'est un champ qui n'est pas tellement connu du public maghrébin en général et marocain en particulier. Alors, vous êtes né dans quelle ville? Agadir, en fait. Agadir. Vous êtes du sud, Du sud, oui, oui. relativement sud marocain. Vous avez fait aussi le début de vos études dans cette ville, je crois? Oui, tout à fait. Alors, mes études secondaires, je les ai faites dans cette ville, d'abord au collège et puis au lycée Youssef N'Chfine. Mais il faut dire une chose, que je garde un très bon souvenir hein, de mes études secondaires dans cette ville. D'abord parce qu'il y avait certains profs qui étaient vraiment très marquants et notamment je pense à une prof de français qui était vraiment très engagée dans son enseignement et qui avait l'art de la transmission aussi. Et je me rappelle bien qu'elle me donnait des coupures de journaux de temps en temps, notamment le monde des livres hein, que j'avais découvert très très tôt. Bon, je comprenais pas le fond parfois, mais ce qui m'intéressait, c'était surtout le vocabulaire, les structures de phrases, des choses de ce Mais genre-là on ne que dira jamais assez combien les motivations sont liées à des déclics et à des rencontres. C'est-à-dire que voilà, parfois, il suffit d'une rencontre avec un physicien, avec un médecin, très tôt, et puis quelque chose se met en route oui. pour sa propre motivation. Parce que la notion de motivation est quelque chose d'assez complexe. On ne sait pas d'où viennent véritablement les Mmh. motivations. Mais là, dans le moment de votre première Mmh. scolarité, vous avez eu ce déclic. Oui, tout à fait. Bon, parce que, en fait, on était déjà, c'était l'âge de l'adolescence, on se posait des questions, on avait envie de découvrir des choses. Et puis moi, j'étais très porté aussi sur la réflexion. Donc, c'est pour ça que je lisais beaucoup d'essais. D'abord, c'était des extraits de textes analytiques, et puis par la suite, j'étais très porté sur les essais. Et il faut dire aussi que la ville d'Agadir, à cette époque-là, c'était les années 80, c'était une ville assez diversifiée au niveau de la population. Il y avait une forte présence soit de touristes étrangers ou même d'Européens, notamment des Français en premier lieu, mais aussi des Allemands et des Anglais qui résidaient et parfois certains d'entre eux enseignaient, puisque moi au lycée j'avais une prof française et une autre belge. Ah oui, Voilà. donc cette diversité est effectivement toujours de bon aloi. Oui, je pense que c'est formidable. Oui, C'est en tout cas pour moi et pour nous, pour les jeunes de ma génération à l'époque, c'était vraiment très structurant aussi. Hein. les méthodes sont différentes, les Les accents sont sont différents. différents et puis ce babel linguistique dans lequel on baigne, Oui, parfois même quand on ne comprend pas une langue, on entend quelque chose oui, d'assez oui. différent qui donne aussi une étrangeté à notre rapport même à la langue. C'est vrai, la langue, c'est l'intonation, la voix, Voilà, l'accent, pas voilà. seulement le sens, c'est la compréhension. Tout à fait. Et donc, ces années de formation étaient formidables et je me rappelle bien, bon, comme j'avais la chance d'avoir un argent de poche hebdomadaire, en allant à la plage, il y avait des bouquinistes et donc j'arrivais à acheter des livres, pas très chers d'ailleurs. Je me rappelle bien que quand j'étais en quatrième année de collège, j'avais acheté le Gai Savoir. Alors, je comprenais pas grand-chose, c'était des fragments qui m'intéressaient. Vous imaginez bien, les Le travail de fragments, Nietzsche, donc, voilà, voilà. Et donc, il y avait d'autres livres, hein. Il y oui, avait aussi Sartre qui se vendait. Je parle chez les je bouquinistes, hein. vois C'était des bien, je vois livres bien. à Oh, bah, il y trois, a des mines des de livres à choses 3 chez eux. dirhams, des livres à 5 Exactement. dirhams à l'époque. Et donc, je découvrais ces textes-là sans nécessairement comprendre l'essentiel, hein. Oui, Mais c'était oui. très important d'avoir cette connaissance. Et puis aussi la psychanalyse. Moi, je me rappelle très bien Ah oui, que j'ai découvert un petit texte de Freud. C'était psychopathologie de la de vie la vie quotidienne. quotidienne. Alors très compliqué pour moi. Mais ça m'a permis d'aller chercher un autre livre d'un certain Pierre Daco
qui faisait de la vulgarisation. Alors, il faut bien dire que ce que j'ai retenu, c'était le ça, le moi et le surmoi. Et puis toute la complexité de la topique, là, ça m'échappait un petit peu. Vous voilà maintenant bachelier à Agadir et vous faites des études supérieures. C'est Dans ça. quelle ville? Toujours à Toujours Agadir. à Alors, j'ai Agadir. fait ma licence à Agadir. Alors, il faut bien dire que comme ça se passait très bien pour moi en français, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des études supérieures en français. Oui. Ah, la seule alternative que j'avais, c'était le département d'études françaises. Oui. Il faut bien dire que s'il y avait un département d'études de sociologie, d'anthropologie ou même de philosophie, je l'aurais fait Ah oui, volontiers. oui, vous étiez Mais intéressé par les voilà, essais voilà, et tout à fait. Et on avait cette formation double, à la fois linguistique et oui, littéraire. Et j'étais très fasciné par la phonologie, par exemple, oui. par la sociolinguistique. Et là, j'ai aussi découvert de manière plus approfondie, il faut prendre ce mot dans son sens relatif, les littératures du Maghreb. Ah oui, c'est ça. Et c'est à partir de là que je me suis dit, il va falloir que je fasse des recherches dans ce domaine-là. Vous avez fait après un doctorat en Tout France. à fait, un diplôme d'études supérieures d'abord, que j'avais consacré, c'était dans le cadre de la sociologie de la réception, que j'avais consacré à un roman de Khaireddin, Légende d'Ivide Agunchish, et j'ai fait le dépouillement des articles qui ont été publiés qui ont été écrits sur lui. C'était auprès du service de presse des éditions du Seuil qui se trouvait à l'époque rue Jacob, Oui, pas très loin de l'église de Saint-Germain, oui. parce qu'ils ont déménagé après. Et c'était une mine pour moi, parce que j'essayais de comprendre comment le milieu, justement, Oui. éditorial et comment le champ littéraire français reçoit ces auteurs-là. Comment il en parle, comment il les Quelques montre au mots public. peut-être sur Khaireddin avant de continuer, puisque vous Oui. l'avez mentionné. Oui, Khaireddin lui-même est un enfant du Sud, Oui, comme il aimait se définir lui-même comme oui, un sudique, oui, même si ce mot, il faudrait le relativiser aussi. Bon, il a publié, il était d'abord poète, hein, même en écrivant des romans, il est poète. Il a écrit des premiers textes qui paraissaient hermétiques au public. C'était une écriture qu'il appelait guérilla linguistique. C'était une déconstruction de la syntaxe française, de la narrativité habituelle, classique, entre guillemets. Et petit à petit, il s'est acheminé vers des romans qui sont plutôt narratifs. Et justement, Les gens d'Evie Dagunchi, c'est un tournant mm. dans son écriture. Et puis Mais c'est pas sur ça qu'a porté votre thèse. Ça, c'était un non, non, premier. ça c'était le diplôme d'études Et après, approfondies. vous avez Après, j'ai fait fait une thèse. thèse sur les techniques de commencement et de fin romanesque. Ah oui, Et ce qui m'intéressait, c'était pas seulement le côté formel des commencements et des fins romanesques, mais aussi l'arrière-plan anthropologique. oui, J'ai toujours été porté sur la dimension extratextuelle en plus de la dimension textuelle. Parce oui, que la littérature a un dehors. elle a un dehors, mais malheureusement, dans la formation universitaire, en tout cas au Maroc, on était très alignés sur les façons d'étudier la littérature en France. Et Le du coup, texte est rien que le le texte. texte, c'est rien que le texte. Et donc, moi, je n'aimais pas trop jurer par le texte, je n'aimais Oui, pas trop rester enfermé dans le texte. Et les textes qui m'intéressaient, c'était les textes qui parlaient du monde. c'est cela. C'était les textes qui m'apprenaient quelque chose sur moi-même et sur le monde. Oui, oui. Et c'est pour Ce qu'a plus développé la littérature, la tradition anglo-saxonne. Oui, c'est vrai, tout à Mm. fait. Et puis une partie de la littérature allemande aussi, Oui, oui. également. Puisque vous parlez de l'Allemagne, vous avez eu, après, en étant professeur ici, nous brûlons quelques étapes, vous avez eu beaucoup de liens avec l'Allemagne. Et quand j'ai lu vos travaux et précisément pour préparer cette émission, j'étais très étonné que pour quelqu'un qui travaille sur la littérature maghrébine au Maroc en étant formé en partie en France, ce soit l'Allemagne qui ait accueilli beaucoup vos travaux. Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, bon, moi j'allais en Allemagne déjà quand je préparais ma thèse. Et j'allais essentiellement à Berlin, à l'Université libre de Berlin, la Freie Universität.
Et j'étais en contact avec des universitaires de ce qu'on appelle la romanistique, les études romanes, parce qu'en Allemagne, ce qui est intéressant et ce qui m'a intéressé pour répondre plus directement à votre question, c'est que les départements sont construits par arbre linguistique. C'est cela. C'est-à-dire, en fait, les études romanes, dans l'Institut d'études romanes, il y a l'italien, l'espagnol, le français et le portugais, et les étudiants sont obligés de choisir 2 langues. C'est la même chose aux États-Unis. Voilà, ils sont obligés de choisir 2 langues, ce qui est très intéressant. Oui. Et de facto, l'étudiant se forme de manière comparatiste, puisque Oui. moi-même, ma thèse, je l'ai faite en littérature comparée. Et c'est très enrichissant. Alors, j'étais invité en tant que professeur à plusieurs reprises dans différentes universités, notamment Leipzig, Mannheim et Aachen, Aix-la-Chapelle, qui portent 2 noms. Et là, j'avais découvert des chercheurs qui s'intéressaient de plus en plus. Il faut bien dire que c'était les débuts, quand je dis les débuts de manière massive, parce qu'il y avait un début bien avant. Et on s'intéressait aux littératures du Maghreb. Il y avait une longue tradition qui s'intéressait à la littérature africaine, aux études africaines, ce qu'on appelle les africanistes en Allemagne, de très grands africanistes. Et puis par la suite, des romanistes se sont intéressés aux littératures du Maghreb. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas cet arrière-plan, disons, colonial dans la vision de cette littérature. Mais ça, c'est une question d'histoire. Et en revanche, ce qui m'intéressait également, c'est cette ouverture sur la dimension culturelle, anthropologique, sociologique également de la littérature. Vous n'étiez plus enfermé dans le texte. Je n'étais plus enfermé dans le texte, mais les Parfois, techniques... il faut se décaler un petit peu pour trouver, pour être plus en adéquation avec ce qu'on cherche. Tout à fait, mais il faut bien dire que les techniques d'approche du texte sont très importantes. Il faut faire un aller-retour entre le texte et le hors-texte. Et justement, j'avais fait un séminaire à Mannheim sur le champ littéraire maghrébin avec une collègue qui elle-même avait fait son habilitation là-dessus. Elle l'a préparé à l'époque où j'étais professeur invité à Leipzig. Alors, nous allons maintenant explorer ce champ, littéraire maghrébin. Je vais l'aborder avec vous à partir d'un livre très important que vous avez écrit en 2018, que vous avez intitulé Les modernités arabes, qui a été lauréat du prix du Maroc. Et vous avez abordé cette notion qui est rebattue beaucoup au Maroc sur la notion de modernité, mais vous ne l'avez pas abordée classiquement, parfois presque avec des crampes mentales, modernité opposée à tradition, etc. Non, vous l'avez prise à partir de la notion de rupture, que vous allez préciser, vous l'avez prise à partir de l'expérience coloniale que vous venez d'évoquer, vous l'avez prise à partir des récits de voyage. Alors j'aimerais précisément savoir, cet angle d'attaque, vous est-il venu de votre tradition comparatiste, de votre thèse en littérature comparée? Comment précisément s'est constituée pour vous la démarche méthodologique pour aborder cette notion de modernité arabe? Oui, je vous remercie de l'avoir présenté de cette manière parce que c'est souvent un point de malentendu avec les chercheurs qui s'intéressent, en tout cas dans le monde arabe, aux questions de modernité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était bien sûr de connaître tout ce qui a été, en tout cas une grande partie de ce qui a été dit et écrit sur la modernité, essentiellement occidentale, mais ça ne m'intéressait pas de plaquer des concepts, ça ne m'intéressait pas d'être dans un mimétisme conceptuel, même si effectivement il fallait s'inspirer aussi de certaines démarches. Il fallait aussi réajuster ces notions. Et donc, j'ai remarqué, d'abord ça partait d'une intuition, comme dans beaucoup de recherches, que dans nos sociétés, notamment dans l'ère arabe, même si beaucoup de gens sont en train de contester cette question de monde arabe, je crois qu'il y a un monde arabe, ce qui n'exclut pas la diversité linguistique, culturelle, ethnique et tout ce qu'on voudra. Et j'ai remarqué qu'au fond, les gens sont à la fois portés sur des choses qui relèvent de la modernité, qui nous sont venues essentiellement de notre contact avec le monde européen, de la globalisation par la suite, effectivement, de manière beaucoup plus intense, et en même temps, ils sont très attachés
à leur dimension culturelle. Ils aiment à la fois être dans un bain qui vient de la tradition, mais aussi un bain culturel qui vient de la modernité. Et cette double appartenance ontologique, j'allais dire, c'est ce qui structure notre être, c'est ce qui structure aussi, Oui, c'est ce qui nous structure en tant que sujet culturel. Et c'est souvent construit de manière ambivalente. c'est cela. Vous me direz que l'ambivalence est constitutive de l'être humain, Oui, mais là, ça devient très visible oui, anthropologiquement. Et je crois qu'au lieu de concevoir cette ambivalence de manière contre-productive et de la stigmatiser, mm, il faudrait plutôt mettre des mots sur ces oui. choses-là pour mieux comprendre pourquoi nous en sommes là et puis en faire une façon d'habiter le monde. Comment sont arrivés dans votre question des modernités arabes, dont on va Ouais. souligner le pluriel, comment est arrivé les récits de voyage? Alors, les récits de voyage sont fondamentaux parce que bon, tout ça, c'est aussi une partie de hasard. J'avais lu des récits de voyage et puis j'ai détecté ces questions-là. Les récits de voyage sont assez révélateurs de ce que nous sommes aussi aujourd'hui parce que ces récits de voyage qui ont existé bien avant, mais à l'époque où l'Europe commençait à avoir des vues sur les pays arabes, 19e siècle, j'ai remarqué que les voyageurs arabes, qui étaient très pris dans leur appartenance religieuse, quand ils partaient en France, souvent sur commande, c'est Oui, des missions d'ambassade ou rarement des oui, voyages personnels, ils étaient à la fois fascinés par tout ce qu'ils découvraient en France, par exemple, mais aussi en Angleterre et ailleurs, et en même temps, à chaque fois que ça heurtait leur sensibilité religieuse essentiellement, eh bien là, ils se disaient il y a quelque chose qui ne va pas. Les Européens ont quelque chose de merveilleux, mais il ne faut pas que cet univers fascinant heurte leur sensibilité. Et donc cette ambivalence entre attirance et répulsion, ils l'ont euh, traduit dans plusieurs ils l'ont romans. traduit dans plusieurs romans, Oui, plusieurs récits de voyage. Par oui, exemple, déjà Tahtaoui, oui, oui, quand il est parti égyptien. en 1800, l'Égyptien, quand il est parti en 1826 en France, il est revenu après en Égypte, il a fait beaucoup de choses intéressantes, y compris un texte sur l'instruction des filles et des garçons. Et en 1832, il a publié son récit qui a été traduit par Anwar Loqa sous le titre L'or de Paris. Et là, on voit cette grande fascination, mais en même temps cette réserve à l'égard de ce qui heurte Vous avez l'appartenance. beaucoup travaillé justement dans cet ouvrage, Les modernités arabes, sur la Nahda, la Oui, Renaissance arabe égyptienne, qui effectivement s'est distinguée par beaucoup d'interactions avec les pays européens, notamment la France, par une traduction massive de plusieurs ouvrages. Donc vous avez cité Tahtaoui, et effectivement, euh, en quoi des moments comme celui de la Nahda ont constitué ce que vous appelez dans vos travaux une rupture. alors, c'est une rupture par rapport à ce qui prévalait à cette époque, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle. Alors, il faut bien dire que la modernité n'est pas et ne pourrait pas être une rupture avec le passé. Je ne suis pas le seul à le dire, c'est presque une évidence. Euh, il y a Vous dites toujours il y a rupture, mais pas déni. voilà, il y a rupture mais pas déni. C'est-à-dire au fond, on s'inscrit dans une filiation culturelle et quand on essaie de rompre, c'est-à-dire de tourner le dos de manière définitive, eh bien la relation devient pathologique à soi-même Je comprends. et à l'univers ambiant, puisque la filiation qui nous vient du passé est toujours intéressante. Ce qui est important est importante, mais ce qui est important, c'est la réinterprétation de cette filiation. La question de la réinterprétation est très importante. D'autres disent déconstruction. Le mot réinterprétation me semble adéquat. C'est-à-dire, il y a des éléments importants qui nous viennent du passé. Il ne faudrait pas les prendre tels qu'ils sont parce qu'ils appartiennent à leur époque et il faudrait les relire à la lumière de notre époque pour avancer dans l'histoire. Vous avez eu deux notions très intéressantes, celle d'affiliation et celle d'interprétation. Souvent, on met en avant beaucoup plus les notions d'identité et Ouais. d'appartenance, mais je trouve que la notion d'affiliation permet précisément cette
flexibilité dont vous venez de parler, s'inscrire dans une affiliation, Ouais. sans pour autant précisément reproduire complètement le passé. Je vais vous citer trois textes de trois pays maghrébins. Oui, Le passé simple de Shraibi, oui, le Nejma de Khateb Yassine et de Albert Memmi. Bon, Albert Memmi, il y a beaucoup de choses. ouais. Il y a euh, Peut-être la statue de sel. la statue de sel notamment. Il y a aussi tout ce qu'il a fait sur le portrait du colonisé et du décolonisé. Mais alors précisément, je sais que ces trois textes sont pour vous emblématiques. Ils sont Mhm. emblématiques de quoi? Alors d'abord, ils ont beaucoup de points communs et j'en citerai peut-être trois. D'abord, les personnages de ce roman, de ces trois romans, sont des jeunes. Dans La statue de sel, Alexandre Mordechai Benelouche est un jeune issu de la Hara à Tunis, c'est-à-dire le ghetto de Tunis, et il va nous raconter son enfance, son adolescence et une première partie de sa jeunesse. Le passé simple, c'est Driss Ferdi, le personnage principal, et là encore, il nous raconte un récit de jeunes garçons, de jeunes adolescents, et puis son tiraillement entre la tradition justement et la vie moderne que lui offre l'école moderne. Et ça va créer un hiatus entre lui et sa mère d'ailleurs, hein. Quand il rentre chez lui, il se sent totalement transformé par rapport à Étranger à lui-même. étranger à lui-même, ce qui est d'ailleurs très intéressant aussi pour Oui. l'exploration de l'impensé de notre propre culture et appartenance. Et puis, Nejma, Nejma de Kateb Yassine, il y a quatre jeunes, là encore, Lakhdar, Rachid, Mustafa et Mourad, qui vont fantasmer, aimer une jeune fille elle-même qui s'appelle Nejma, justement. Donc là, on voit bien que c'est une littérature qui met en avant des jeunes, c'est-à-dire une contemporanéité d'une certaine manière, par rapport à des récits qui mettaient des hommes sages, mûrs, etc. avant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont des textes qui ont été, des romans qui ont été publiés à peu près à la même époque. 53 pour La statue de sel, publiée d'ailleurs dans un premier temps aux éditions Coréa, qui sont devenues par la suite Bûcher-Castel. Donc c'était 53. Et Le passé simple, 1954, et Nejma, 1956. tout cela, c'est pré-indépendance, c'est le moment précisément où toute une jeunesse va quand même avoir une voie de résistance à Exactement. l'expérience coloniale. Exactement. D'ailleurs, les trois textes ont été publiés avant l'indépendance. C'est cela. 53 avant l'indépendance de la Tunisie, 54 avant l'indépendance du Maroc et 56 avant l'indépendance de l'Algérie et en pleine guerre d'Algérie aussi. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'ils ont été publiés dans des maisons d'édition parisiennes. Ça va peser sur le destin Oui. de la réception même de cette littérature maghrébine, qu'on appelait à l'époque littérature d'Afrique du Nord. Donc, ces éléments-là sont très importants pour comprendre aussi le destin de cette littérature et aussi ce désir de moderniser l'univers narratif. Oui. Et les trois sont écrits en français. Il faut Oui. bien le préciser, C'est ça. c'est pas un détail, hein, c'est Oui, quelque oui. chose d'important. Écrit en français au moment où on luttait pour l'indépendance. C'est cela. C'est-à-dire que la langue française, dès le départ, n'était pas nécessairement une langue de soumission, mais aussi une langue de résistance. Oui. Une langue qui permet au sujet de se dire, de Oui. dire voilà qui nous sommes. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, Sfrewi, qui a écrit La boîte à merveilles, qu'on a qualifié de texte exotique, quand on se penche de très près sur ce texte, on s'aperçoit quand même que le fait d'avoir donné la parole à un enfant subalterne indigène était déjà révolutionnaire en soi, puisque toute la littérature coloniale ne donnait pas la parole aux indigènes. C'était toujours un personnage européen qui produisait un discours sur la société des indigènes, souvent avec beaucoup de stéréotypes. Donc c'est une langue française
qui est complètement configurée par un contexte maghrébin. C'est Et ça. ça, c'est très important pour montrer, bien évidemment, que ce n'est pas parce qu'on parle une langue qu'on est assujetti au contexte supposé d'origine de cette langue. Tout à On peut fait. parler français, comme nous faisons dans cette Oui. émission, tout en parlant d'éléments qui sont contextuels du Maghreb. Et la langue, comme disait le philosophe Jacques Derrida, n'appartient pas. Elle est d'abord une compétence, un apprentissage, et on parle en général la langue qui vient spontanément. Parce que très très souvent, le reproche peut être fait que nous parlons dans cette émission la langue française, mais on peut pas. Je fais des émissions aussi dans ce programme qui sont aussi bien en anglais qu'en arabe. Il faut être un peu libéré à Ouais. l'égard de l'usage d'une langue. Oui, tout à C'était une fait. parenthèse ouverte que vous m'avez même donné Oui, l'occasion de le faire. d'ailleurs, Jacques Derrida disait qu'il n'avait pas de langue maternelle, d'une certaine manière. Exactement. Bon, On a les langues spontanées. voilà. Voilà. euh, Alors, ça dépend, tout dépend de ce qu'on fait d'une langue et oui. de la subjectivité qu'on exprime dans cette langue aussi. Ça, c'est très important. Oui, oui. Subjectivité, je sais que c'est un terme qui vous est cher parce que c'est dans cet ouvrage Les modernités arabes, vous avez tout un chapitre sur les subjectivités ou les Mm. subjectivations. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, moi, je parlais dans ce livre des nouvelles subjectivités. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, alors, subjectivité liée à la question du sujet qui elle-même peut être liée à la question de l'individu. Car je pense qu'on peut être un individu sans être un sujet, oui, d'une certaine manière. Et le sujet, il tente de produire du sens à ses actions et au monde qui l'entoure. Un sujet, il produit des interprétations. Il cherche à s'autonomiser. En principe, un sujet est toujours autonome parce qu'il ne se voit pas comme objet, mais il se voit aussi comme producteur, agent, acteur, acteur, producteur d'un discours oui. sur lui-même et Agent, sur acteur, auteur. auteur aussi. Oui. Et donc la production de la subjectivité, notamment dans la modernité, est quelque chose de très important par rapport à ce nous collectif qui est aussi important dans la modernité parce qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre au nous. Il est fondamental pour la constitution du vivre ensemble et du commun, du bien commun. Mais il est fait de sujets autonomes. Mais il est fait de sujets autonomes. D'ailleurs, vous avez prononcé ce mot, je crois que c'était important de le faire dans cette émission. La modernité est associée beaucoup à la notion d'autonomie et à la notion aussi de différenciation. Ceci n'est pas cela, les sujets sont divers. Voilà. Et vous avez raison, tout cela tient dans une communauté. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Deux choses sur votre enseignement aujourd'hui. Votre engagement pédagogique à l'université de Meknès, précisément. Quels sont les centres d'intérêt de vos étudiants aujourd'hui? Alors, moi, j'enseigne un cours sur les études postcoloniales parce que j'avais fondé en 2008 avec des collègues une équipe de recherche sur les études postcoloniales. Et puis, l'histoire des idées et des arts sont des choses qui m'intéressent. C'est la méthodologie de la recherche. Alors, en fait, les étudiants s'intéressent à beaucoup de choses, mais en même temps, c'est la façon de leur transmettre ces choses-là qui peut-être pose problème. En tout cas, je parle des étudiants qui sont présents, assidus et qui s'intéressent à l'enseignement. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils s'intéressent à plusieurs objets, mais qui les rapprochent de leur monde. Ils ont besoin de les connecter à eux-mêmes. Je crois qu'ils ont une répulsion à l'égard de la dissonance cognitive, c'est-à-dire cette séparation entre le savoir qu'ils ingurgitent et le monde ambiant. Bien sûr. Et ça leur pose problème. Mais c'est de très bonnes questions, c'est-à-dire que si précisément ils ont à parler de la notion de culture, il y a certes les textes de Norbert Elias sur la culture, mais ils doivent aussi interroger leur propre culture, la culture populaire, la culture de leurs parents, de leurs ancêtres, la micro-histoire à laquelle ils appartiennent. Et effectivement, je le vois bien aussi
auprès de d'autres d'étudiants d'autres universités qu'il y a cette, comme vous dites, ce refus de la dissonance cognitive. Parce que j'ai remarqué que, par exemple, quand je leur enseigne un texte des frères Goncourt, Oui, et notamment la préface de Germine Lasserteux, où l'auteur essaie d'expliquer que le roman doit descendre dans la rue oui, et pose la question de la démocratie dans le oui, roman. oui, Ils sont très intéressés par oui, ces questions qui oui, leur parlent. oui, Par exemple, l'affaire Dreyfus, on l'enseigne également dans l'histoire des idées. Eh bien, quand on leur enseigne à la fois ce que Émile Zola a écrit là-dessus et ce que Maurice Barrès, un auteur qui était à l'Académie française, a écrit également là-dessus, cette lecture à contrepoint oui, les intéresse beaucoup oui, plus qu'une lecture univoque, bien parce que sûr, ça leur parle. Il y a des éléments qu'on trouve chez Barrès et qui font partie aussi de l'histoire, disons, de la lutte pour l'indépendance la et la pluralisation des voix, pluralisation des voix. Et c'est très important. ben oui, Pour construire un esprit critique, il faudrait à la fois connaître la chose et son contraire, bien sûr, ce qu'on pourrait appeler une lecture pharmacologique, n'est-ce pas, des textes, ben, c'est-à-dire le pharmacone, d'une certaine manière, merci. est salutaire. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Effectivement, nous avons exploré avec vous le champ littéraire du Maghreb avec le focus ou l'angle d'attaque de la modernité, des modernités. Merci beaucoup, Sir Khalid Zikri, d'être venu dans cette émission. Merci beaucoup, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.